Merci à nos membres du jury d'être présents. Je vais profiter des quelques mots qui me sont donnés pour nommer ces membres et les remercier de leur participation. Donc, je commence par moi, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Stéphanie Gaudier, directrice de l'association Recherche et Avenir, qui monte des projets de recherche entre les laboratoires et les entreprises, et administrateur à l'UPE 06, et coprésidente avec Laurent Londex de la commission Enseignement supérieur, Innovation, Recherche. Du coup, je continue par Laurent Londex, aussi administrateur à l'UPE 06 et coprésident de cette même commission, et accessoirement délégué régional d'Orange pour le Var et les Alpes-Maritimes. Nous avons le plaisir également d'accueillir Brice Ferrugia pour l'Université Côte d'Azur et la Fondation Université Côte d'Azur, également membre de cette commission. ESIR, Enseignement supérieur, Innovation, Recherche. Jean-Bernard Titz pour DevHelp, également membre de la commission ESIR à l'UPE 06. Jacques Jacquet pour Diatelsa, mais également l'entreprise Alisophile, également membre de notre commission ESIR et responsable du compte-rendu. Et j'aime bien le dire parce que c'est un sacré boulot que Jacques assure brillamment. Merci Jacques pour ça. Nous avons également le plaisir d'accueillir Johan Araka pour la Caisse d'épargne, un partenaire fidèle depuis de nombreuses années pour le prix de la jeune entreprise. Et bientôt membre de la commission ESIR, merci, alors nous vous accueillons avec plaisir. David Chapon et Johan Aymar pour Rise Partner, merci d'être là tous les deux. Et Christophe Baldé pour UCC Grand Sud. Merci d'être là. Le principe de ce petit moment partagé ensemble, c'est d'assister à la présentation orale des 3 entreprises qui ont été sélectionnées parmi les candidats comme étant des projets potentiellement avec de l'avenir. Et donc nous allons écouter leur présentation. Donc ces 3 entreprises que je vais vous nommer tout de suite, mais je les renommerai lors de l'introduction de chacun de leurs passages. C'est pour celle qui va commencer à prendre la parole le projet ou l'entreprise Yum, qui va nous être présentée par Déborah Didier, qui se présentera. La deuxième entreprise qui prendra la parole, c'est Legapass, et celle qui nous présentera cette entreprise, c'est Adelina Prokova. Merci d'être là. Et puis la troisième entreprise qui présentera également son projet, c'est Shining Pets, et la parole sera prise par Pierre Hagui et Georges Dimitri. Merci d'être là tous pour présenter vos projets et d'avoir joué le jeu du prix de la jeune entreprise. Et je vais tout de suite donner la parole à Déborah Didier pour l'entreprise Yum. Bonjour. Et merci de me recevoir ici aujourd'hui. C'est un réel honneur pour moi de faire partie des 3 finalistes de l'édition du prix de la jeune entreprise édition 2021. Donc, je m'appelle Déborah Didier et je suis la fondatrice de Yum. Mais laissez-moi vous présenter quelqu'un d'autre. Voici Pauline. Pauline est une jeune femme active âgée de 32 ans. Elle est en couple, elle est épanouie dans son travail et elle vit confortablement dans son nouvel appartement qu'elle a tout récemment acheté. Bref, on pourrait croire que tout va pour le mieux dans la vie de Pauline. Pourtant, dans l'intimité, Pauline souffre. Depuis des années, elle est atteinte de troubles chroniques intestinaux qui lui génèrent du stress, une mauvaise digestion, des ballonnements, des douleurs et des épisodes de constipation incessants. Cela peut paraître futile, mais ces symptômes lui créent beaucoup de complexes et impactent sa vie sociale de façon négative. Le cas de Pauline est loin d'être un cas isolé. 28 millions de personnes ressemblent à Pauline en France, avec une nette prédominance féminine. Les troubles digestifs sont donc un vrai fléau social. L'ennui, c'est que personne n'ose en parler, très certainement par pudeur, parce que c'est vrai que c'est pas très glamour de parler de digestion ou de transit intestinal quand on est entre amis ou en famille. Ça, je vous l'accorde. Aujourd'hui, il existe des solutions à ces problèmes de digestion.
Quand on pense constipation, on pense au laxatif. Quand on pense au ballonnement, on pense à la cure de probiotiques, qui est d'ailleurs aujourd'hui très en vogue. Le souci avec ces solutions, c'est que les effets ne sont que de court terme, et les laxatifs, notamment, abîment encore plus la flore intestinale. En plus de cela, 8 personnes sur 10 concernées par des troubles de la digestion ont déclaré préférer les solutions naturelles par l'alimentation et par les plantes, plutôt que par les médicaments. C'est pourquoi, au-delà de l'industrie pharmaceutique, la santé digestive occupe une place très importante sur le marché de l'agroalimentaire, avec les produits enrichis en fibres et en probiotiques notamment. L'ennui, c'est que bon, ces solutions ne sont pas très savoureuses sur le plan, enfin, pas très attirantes sur le plan gustatif. Ici, je vous j'ai pris soin de cacher la marque, mais je pense que vous l'avez tous reconnue. Personnellement, la saveur son d'avoine, j'ai connu plus gourmand, ça manque un peu de pépites de chocolat, un truc un peu sympa, quoi. Heureusement, Dame Nature nous a dotés d'un remède encore plus efficace que tous ces produits réunis. J'ai nommé le psyllium blond. Donc, est-ce qu'il y en a qui connaissent ici? Oui. Bon, vous voyez, c'est la minorité. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le psyllium blond, ça nous vient d'une plante issue qui s'appelle l'ispagoule et qui nous vient tout droit de l'Inde. Donc, j'ai mon amie Pauline, c'est pas un hasard si elle s'appelle Pauline, qui va vous faire passer un petit échantillon. Vous voyez en vrai à quoi ça ressemble. Mais en gros, c'est l'enveloppe des graines de cette plante, donc l'ispagoule, qui a des certaines vertus. Pardon. Donc, ces téguments sont extrêmement riches en fibres dites mucilagineuses, c'est-à-dire qu'ils gonflent et absorbent jusqu'à 8 fois leur poids en eau, jusqu'à former une texture gélatineuse, comme on peut le voir ici sur ces images. Donc ça s'apparente un peu comme aux graines de chia. C'est donc selon cette mécanique que le psyllium blond est extrêmement efficace pour réguler le transit intestinal. En gonflant dans l'organisme, il permet de nettoyer les parois du tube digestif, il alourdit les selles et il accélère ainsi leur évacuation. De nombreuses études ont aussi démontré l'intérêt de consommer du psyllium blond pour traiter du diabète et du cholestérol, car il absorbe les sucres et les graisses en excès. Voyons maintenant une petite analyse comparative de la teneur en fibres de certains aliments qu'on a tous et toutes l'habitude de consommer. Donc, bien qu'excellents pour la santé, les fruits et les légumes contiennent seulement 6 grammes de fibres au 100 grammes, suivis par les légumineuses qui en contiennent 8. Le son d'avoine, donc le fameux son d'avoine des biscuits de tout à l'heure, contiennent 20 grammes, largement dépassé par le son de blé qui en fait 40 grammes. Et voyons maintenant le score du psyllium blond, 82 grammes. C'est plus que les 4 précédents aliments réunis. On a donc notre grand winner, le psyllium blond est clairement le meilleur dans sa catégorie. Mais alors pourquoi le psyllium blond est-il aussi peu connu en France? Eh bien, c'est exactement la même question que je me suis posée il y a de ça 2 ans, quand je découvrais le psyllium blond, un peu par hasard, sur les conseils d'une pharmacienne, alors que je cherchais une solution à mon problème. Parce que moi-même, je suis une Pauline, et le psyllium blond a été une vraie révélation dans ma vie. Depuis que je l'ai intégré à mes habitudes alimentaires, ma digestion s'est nettement améliorée et mes intestins sensibles se sont enfin apaisés. C'est alors que je me suis dit, ok, là, il y a un vrai potentiel. Il faut que tu crées quelque chose avec ce super aliment et il faut que tu le fasses connaître en France pour aider d'autres personnes dans le besoin, d'autres personnes qui pourraient avoir le même problème que toi. Et voici ce que j'en ai fait. Yum, c'est la première marque de biscuits enrichis en psyllium blond qui prend soin de votre ventre tout en vous régalant. Sa gamme de biscuits sucrés et salés vous accompagne tout au long de la journée, que ce soit pour un petit plaisir sucré à 16 h ou lors de vos apéritifs entre amis à 19 h. Les biscuits Yum prennent soin de votre santé intestinale de la façon la plus douce, naturelle et savoureuse possible. Vous pouvez apercevoir ici en exclusivité les 4 premières recettes que nous avons développées. Donc, ce sont les vraies photos de nos produits. Seuls les packagings sont des maquettes et sont donc amenés à évoluer.
Et parce qu'une bonne digestion ne peut se faire qu'avec des ingrédients de qualité, nous avons énormément soigné la composition de nos produits en sélectionnant des ingrédients issus de l'agriculture biologique, majoritairement cultivés en France et sans aucun additif, colorant ni conservateur. Nous affichons également des Nutri-Score au maximum C, ce qui nous place bien au-dessus de nos concurrents dans ces mêmes catégories de produits. Pour rappel, les apports quotidiens recommandés par l'OMS pour optimiser le transit intestinal et limiter le risque de maladies cardiovasculaires est de l'ordre de 30 grammes de fibres par jour. Nos biscuits en contiennent 10 grammes au 100 grammes, soit un tiers des apports journaliers recommandés. En quelques mots, nos biscuits seront donc digestes, bio, made in France, mais aussi et surtout gourmands. Parce que selon moi, prendre soin de sa santé ne doit pas être ennuyeux ni contraignant. Et grâce au psyllium blond, il est possible d'allier l'utile à l'agréable, comme on dit. Alors pourquoi se priver? Aujourd'hui, Yum, c'est avant tout le blog de recettes référence en termes de psyllium blond en France. J'ai créé et lancé le site à l'issue du premier confinement en mai 2020. Et depuis, il comptabilise plus d'une centaine de recettes que je réalise et publie moi-même chaque semaine. J'ai évidemment créé les réseaux sociaux associés à ce blog, qui, eux, regroupent une communauté de plus de 1300 followers aujourd'hui, dont 1000 proviennent d'Instagram, qui est et sera mon réseau social de communication principal au lancement de ma marque. Enfin, très récemment, au mois de septembre dernier, j'ai aussi lancé un e-book que j'ai intitulé « Le guide complet pour vaincre les troubles digestifs grâce au psyllium blond » et qui regroupe toutes les connaissances que j'ai pu acquérir au cours de ces 2 dernières années. Une partie de cet e-book est coécrit avec une naturopathe diplômée et spécialisée dans les troubles digestifs. L'intérêt d'avoir mis en place toutes ces actions en amont du lancement de ma marque est de me constituer une base de prospects qualifiés qui sera donc plus à même d'être intéressée et d'acheter mes produits. Parce que cette base de prospects est extrêmement importante puisque je compte lancer la marque grâce à une campagne de financement participatif pour notamment financer la première production et la création du site e-commerce. Mais avant de parler de l'avenir du projet, voyons déjà ensemble le chemin parcouru par Yum depuis sa création en mai 2020, marqué par 3 temps forts, avec notamment l'incubation du projet au sein de la couveuse entreprise Créactive 06 au mois de juillet 2021, qui met d'une aide et d'un soutien énorme au quotidien. La rédaction de tout le business plan cet été, et évidemment la formulation des 4 recettes qui a eu lieu pas plus tard que le mois dernier, avec l'aide d'une responsable R&D qualifiée. Maintenant, le travail est loin d'être terminé. Actuellement, je suis donc en recherche d'un atelier de fabrication capable de répondre à ma demande, avec l'aide d'une ingénieure agroalimentaire qui travaille avec moi en freelance. En parallèle, on recherche également notre fournisseur de psyllium blond. Et quand on aura trouvé l'atelier de fabrication idéal, on passera à des tests en laboratoire pour ajuster les recettes si besoin. D'un point de vue plus marketing, nous travaillerons aussi avec un graphiste sur tout l'univers Yum, avec la création d'une identité forte, à la suite de laquelle je pourrai réaliser et lancer la campagne de financement participatif, idéalement au 2e trimestre de 2022. Et enfin, d'un point de vue plus commercialisation, nous ouvrirons la boutique en ligne et lancerons officiellement l'entreprise à l'issue de la campagne de financement participatif qui, j'espère, sera un succès. Et j'envisage aussi de très rapidement faire référencer les produits dans des épiceries bio en ligne. Voilà. C'est bon? Le jury. Monsieur le membre du jury, est-ce qu'on la laisse faire sa conclusion? Allez, allez-y, allez-y. Merci beaucoup. Ce concours tombe extrêmement bien. Parce que si je remporte le premier prix aujourd'hui, cet argent me sera d'un vrai coup de boost et me permettra de financer 2 étapes absolument cruciales dans mon projet qui sont ici surlignées en orange.
Et parce que rêver grand fait grandir, la consécration pour moi, ce serait de voir les produits Yum dans les produits dans les rayons de vos enseignes de magasins biologiques préférés. Ce serait vraiment mon objectif à plus long terme et j'espère de tout cœur que ce sera réalisé. Voilà. Merci beaucoup, Déborah. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou par les membres du jury? Je pense que la salle peut aussi, mais d'abord le jury. Si on a un micro, si Lauriane va passer le micro, est-ce que vous avez des questions, Jean-Bernard? Alors attends, il y a le micro d'abord à Jean-Bernard et puis après on vous passe le micro. Bonjour. Ça marche, C'est on bon, t'entend. Le business model, est-ce qu'il est de la vente directe, indirecte, avec qui, comment? Parce que là, on a bien vu les avantages du produit, mais pas la manière dont vous allez vous développer. Alors, pour le lancement, j'envisage donc de faire de la vente directe, mais de les faire par pack, en fait, de vendre les produits pas à l'unité, mais créer des packs, par exemple un pack sucré, un pack salé avec les 2 références. Ça permettrait surtout pour la campagne de financement participatif de faire un truc, quelque chose de complet. Et après, si je fais référencer les produits comme je l'ai énoncé tout à l'heure, dans des enseignes de magasins bio en ligne, là, ce serait à l'unité. Vous avez déjà des partenaires identifiés dans les magasins? Oui. J'en ai mis quelques-uns sur la slide. Donc, il y a Casidomi, Greenwiz, La Fourche, et j'ai une autre sélection en tête qui serait intéressée par les produits. Merci. Merci. Il y avait derrière vous. Merci. Bonjour. D'abord, bravo pour votre présentation. J'ai juste une question. La société est créée? Non, pas encore. Pas encore, d'accord. Et Oui. je voulais vous demander justement si vous comptiez vous associer, vous alliez être seul sur le projet ou est-ce que vous alliez être avec quelqu'un? Pour l'instant, je suis seule sur le projet. Après, je suis pas fermée à m'associer à quelqu'un qui partagerait mes valeurs et qui serait intéressé par l'entreprise. Mais actuellement, non, je suis seule. Très bien, merci. Merci. Jacques Jacquet. Merci. En quelques mots, qui êtes-vous, votre parcours? Donc, je m'appelle Déborah Disdier et donc je vais être tout bientôt diplômée de Schema Business School, d'un master en marketing international et business development. Et j'ai mon passé dans professionnel est plus orienté luxe. J'ai travaillé dans les cosmétiques et parfumerie de luxe avec notamment 1 an en alternance chez L'Oréal Luxe. Bon, ça n'a rien à voir avec mon projet aujourd'hui, mais c'est vrai que ça m'a permis de me faire mes armes et d'avoir envie aujourd'hui de me lancer dans l'entrepreneuriat. Oui, Brice Faroucha. Bonjour, bravo. Bonjour. En tout cas, je rejoins Johan pour la présentation. Si vous gagnez le premier prix, donc vous lancez des tests en laboratoire. Exactement. Vous estimez à combien de temps avant de pouvoir sortir un premier produit? Eh ben déjà, ça dépendra du moment où on trouvera l'atelier qui sera capable de le faire. On est en négociation avec plusieurs d'entre elles, mais c'est vrai qu'on a des contraintes techniques assez spécifiques qui font que la sélection est pas aussi facile que ce que j'espérais. Donc, ça dépendra du moment où on sélectionnera enfin quelqu'un qui est capable de répondre à ce qu'on veut faire. Et après, les tests en laboratoire, ça dépend des ateliers de production. Il y en a, ils peuvent les faire dans les 2 semaines qui suivent. D'autres, il faut attendre 1 mois. Donc voilà, c'est des facteurs qui sont pas c'est pas moi qui gère, quoi. Enfin, On est sur un ordre de grandeur de quelques mois. Oui, ça peut aller de 2 semaines à 2 mois, grand maximum. Laurent Landex. Quel est le niveau d'investissement, de cash dont vous auriez besoin pour vous lancer dans l'aventure? Là, pour l'instant, tout le financement, c'est mes fonds propres. J'ai déjà investi plus de 5 000 € dedans. Et là, pour la suite, j'ai pas encore eu, on a demandé pourtant des cotations, mais on n'a pas encore eu des coûts fixes sur justement le coût de tests en laboratoire. Voilà, c'est vraiment en cours là, je suis en plein dedans. Ok, merci. D'autres questions? Johan Araka.
Je rejoins mes collègues, bravo pour cette présentation. Merci. Sur la partie approvisionnement, vous aviez annoncé aussi être à la recherche d'un fournisseur de Psyllium Blond. Oui. Aujourd'hui, quelle est votre source d'approvisionnement et justement, d'où est-ce qu'elle peut arriver, cette source-là? Alors, j'ai deux possibilités. Je pourrais le faire importer moi directement de l'Inde. Mais cette solution, à mon échelle, pour l'instant, est trop coûteuse parce que le Psyllium Blond, il y a beaucoup de produits chimiques qui font qu'il est énormément contrôlé. Et s'il y a un taux d'oxyde d'éthylène, notamment, là, dernièrement, au mois d'août, il y a la DGCCRF qui a fait un rappel sur une sélection de produits qui en contenaient parce qu'il y avait un taux d'oxyde d'éthylène trop élevé. Donc, ça engagerait en fait des tests en laboratoire qui sont très coûteux et à mon échelle, c'est pas possible. Donc, ma deuxième solution, c'est de passer par des personnes, des entreprises qui en vendent déjà sur le territoire français, qui font déjà en amont tous ces tests. Bon, certes, cette solution me sera peut-être un peu plus coûteuse, mais pour le début, c'est l'option que je vais prendre. Autre question, Monsieur Baldé. Bonjour et bravo. Bonjour, merci. Vous avez des concurrents directs? Direct sur le Psyllium Blond, non, il n'y a personne ici en France qui le fait. En Europe, ailleurs? Europe, non plus. Il y a une marque aux États-Unis qui, eux, bon, c'est pas des biscuits qu'ils font, c'est une boisson en fait à diluer avec un goût, des exhausteurs de goût, etc. Avec du Psyllium Blond, qui ont exactement la même cible que moi, qui communiquent comme moi sur la santé digestive, etc. Mais c'est pas le même produit en soi. En France, vraiment, le Psyllium Blond, il n'y a que des industriels qui travaillent le sans gluten parce que c'est extrêmement utilisé dans le sans gluten parce que ça remplace simplement le gluten, qui l'utilisent mais ils ne communiquent pas dessus, sur les bienfaits, comme moi j'aimerais le faire. Donc ce serait vraiment une première. D'autres questions? Ok, moi j'avais juste une question aussi. Il me semble que le Psyllium Blond est utilisé en pharmacie, effectivement, dans des produits pour soigner le problème, et vendu aussi en magasin bio sous forme un peu naturelle. Oui, on peut le trouver en parapharmacie et en magasin bio. Donc, du coup, mais sous sa forme du coup naturelle, comme j'ai montré en poudre, quoi. Donc votre différenciation, c'est de dire on a des produits avec du goût. Voilà, ce serait oui, parce que pour consommer le Psyllium Blond, ce qu'on préconise de base, c'est donc de diluer cette poudre dans un verre d'eau et de le boire instantanément. Sauf que vous avez vu sur les images, ça forme une texture de gel qui est vraiment pas agréable au niveau du goût. Et c'est aussi comme ça que l'idée m'est venue, c'est qu'en buvant ce breuvage absolument ignoble, je me suis dit mais comment je vais pouvoir consommer ce produit, quoi. C'est pas possible de le consommer comme ça. Donc j'ai commencé à faire mes recherches. J'ai vu qu'il y avait quelques recettes qui étaient capables possible de faire avec ce produit, mais j'en ai pas trouvé des masses. Donc c'est pour ça que je me suis dit je vais lancer moi-même le blog de recettes. Et du coup c'est une façon plus sympa de consommer le Psyllium parce que ça ne réduit pas du tout les propriétés de le cuire ou quoi. Vraiment les effets sont les mêmes, sauf que du coup on a le côté gustatif qui est plus plaisant. Très bien. Merci infiniment pour votre présentation. Je vais l'applaudir. Donc, j'ai le plaisir maintenant d'accueillir sur scène les représentants du projet Legapass, et c'est Adelina Prokhorova qui va prendre la parole pour 11 minutes. Du coup, vous gagnez 1 minute. Bonjour tout le monde, je suis Adelina Prokhorova, juriste diplômée en informatique de l'Université Grenoble-Alpes, et aujourd'hui je vais vous présenter le projet Legapass que j'ai imaginé et qui a donné naissance à notre entreprise début octobre. C'est quoi Legapass? C'est une solution qui va vous aider à protéger la transmission de votre héritage numérique. Je pense que dans la salle vous en avez tous besoin, mais est-ce que vous savez qu'est-ce que l'héritage numérique? Vous allez voir qu'au cours de notre vie, nous accumulons un véritable patrimoine numérique. Tout d'abord, il est constitué de tous nos achats sur Internet. Je pense qu'on a tous acheté des MP3 sur iTunes, les livres électroniques pour nos Kindle, les jeux vidéo pour PlayStation ou Xbox, et les logiciels comme Microsoft Office. Et ici, parmi nous, il y a beaucoup de dirigeants d'entreprises et qui possèdent des serveurs, des noms de domaine, des sites web. Mais c'est aussi des choses qui ont une valeur sentimentale.
sont toutes nos photos et vidéos de famille, des vacances, les moments les plus remarquables de nos vies, comme les premières pas de vos enfants. Et toutes ces photos et vidéos qu'on prend tous les jours avec nos smartphones se retrouvent sur un cloud. Et troisième chose très importante aussi, qui constitue notre patrimoine numérique, ce sont les réseaux sociaux, comme Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, auxquels on participe au titre personnel et professionnel tous les jours. On peut les utiliser pour garder les contacts avec nos familles, mais aussi pour certains, c'est une grande source de revenus. Et bien sûr, il y a l'argent. Aujourd'hui, on peut avoir un grand compte des comptes bancaires sans recevoir aucun document par la poste. Et c'est pas forcément que notre famille est au courant qu'on a un compte comme Revolut ou un compte dans un néobanque ou un compte PayPal. Il y a aussi les plateformes de trading ou des paris sportifs où on peut avoir beaucoup d'argent. Et tout ça, c'est sans parler des comptes en Suisse, évidemment. Et bien sûr, il y a les crypto-monnaies. Certains font une véritable fortune sur les plateformes comme Binance et Coinbase. Et c'est l'avenir. On peut voir Facebook investir tout son argent sur le Metaverse. Et il y a aussi le marché des NFT qui est en pleine croissance en ce moment. Et en dehors d'Internet, on a d'autres services qui ont besoin des codes d'accès qui conservent en mémoire. Par exemple, on a tous en tête les codes PIN de téléphone, les codes d'accès d'ordinateur, les codes d'un coffre-fort, les codes de lampe de la maison. Mais aussi, même pour démarrer notre voiture, des fois, on a besoin de codes de démarrage. Et pour récupérer nos factures, on a besoin des codes d'accès aux boîtes mail. Et tous ces comptes-là, ils ont une immense valeur, qu'elles soient monétaires ou sentimentales. Mais que deviennent ces informations s'il m'arrive quelque chose? Très souvent, les mots de passe ne sont pas partagés. On les garde toujours en tête. Et même si on les a, il y a de plus en plus de services qui utilisent une authentification à deux facteurs. Ici, on pense de pouvoir faire tout simplement une demande pour faire le transfert des accès, très probablement, ça va être refusé. Les grandes plateformes comme Apple et Google, ça va contre leur CGU. Et attention aussi, les comptes dans les néobanques ne sont pas enregistrés dans les fichiers de notaire. Et s'il m'arrive quelque chose, toutes ces informations elles seront perdues. La solution, on peut écrire tous nos mots de passe et tous nos codes d'accès sur un post-it à côté de l'ordinateur. Mais est-ce que c'est sécurisé? Est-ce qu'on peut être sûr que notre famille va savoir où aller les chercher si on décide de les cacher? Est-ce qu'on peut être sûr que personne n'ira fouiller nos comptes aujourd'hui? Je pense que vous êtes d'accord avec moi. La réponse est non. Une autre solution, c'est qu'on peut stocker toutes nos informations sur un cloud et les partager avec notre famille. C'est très pratique pour nos photos et vidéos. Mais on retombe sur les mêmes questions. Est-ce que c'est sécurisé? Est-ce qu'on peut être sûr que personne ne va vider mes comptes en banque aujourd'hui? Et encore, la réponse est non. Et qu'est-ce que vous pensez d'un coffre-fort ultra sécurisé, hors ligne, avec toutes vos données confidentielles chiffrées de bout en bout, auxquelles auront accès vos ayants droit et uniquement après votre décès? Justement, c'est pas qu'une solution idéale, mais c'est surtout le nôtre. Je vous présente notre solution pour protéger la transmission de votre patrimoine numérique à vos ayants droit. Nos engagements. Grâce à notre architecture de zéro accès, vos données chiffrées sont inaccessibles pour nous. Nous utilisons les meilleurs algorithmes de cryptographie, open source, éprouvés et de confiance. Vos données confidentielles sont conservées hors ligne dans un véritable coffre-fort. Nos utilisateurs pourront enregistrer en toute confiance leur identifiant et leur code d'accès aux appareils numériques. Ainsi, en cas de décès, c'est l'EGAPAS qui s'occupe de transmettre ce patrimoine numérique à vos héritiers. Comment ça marche? C'est un peu technique, mais rassurez-vous, pour nos utilisateurs, c'est très simple. Tout d'abord, quand l'utilisateur s'inscrit sur nos services, une clé de cryptage asymétrique lui sera attribuée. C'est-à-dire que cette clé-là, elle nous permet juste de coder les informations, mais jamais de les décoder. Ensuite, les données entrées par notre utilisateur, ils sont chiffrées directement sur son navigateur web. Ensuite, ils sont envoyés sur un serveur temporaire où ils ne resteront que quelques minutes. Ensuite, ils seront stockés définitivement dans un coffre-fort hors ligne. Et le seul moyen de décoder ces informations, c'est d'utiliser une seconde clé de décryptage. Et cette clé-là, elle se trouve en sécurité déposée dans un coffre chez un huissier. Et pour restituer les informations, on va procéder tout d'abord par la vérification des certificats de décès, la vérification de l'acte de notoriété et bien sûr de l'identité du demandeur. Et on vous assure, à aucun moment, une personne physique ne peut avoir accès aux messages chiffrés ou aux clés de décryptage. Et notre modèle économique, elle se repose sur deux formules, gratuit,
avec les fonctionnalités limitées et en cas de décès, ce sont les héritiers qui devront payer la validation et d'accès aux informations. On a mis en place aussi une alerte décès qui est basée sur les informations de l'INSEE qui nous permettra d'informer les ayants droit de l'existence de coffrets Legapass. Et une deuxième formule payant avec les options premium sous forme d'un abonnement annuel ou d'achat à vie. Et avec cette formule-là, les héritiers, ils n'auront rien déboursé. Pour le marché, on vise les particuliers de plus de 35 ans avec un patrimoine numérique déjà constitué et ceux ayant une famille. On démarre par le marché français, mais notre objectif, c'est d'aller vers l'international. On vise aussi une collaboration avec les entreprises comme Decapost, ils sont encore forts numériques, les assureurs qui vendent les assurances prévoyance, ou les notaires via le Conseil supérieur de notariat qui enregistre les testaments. Notre stratégie marketing, il se repose sur 6 canaux. Le parrainage, on va inciter nos utilisateurs à recommander notre produit à leurs proches et leurs familles, à utiliser notre service. Le développement des relations publiques et les réseaux sociaux. La création du contenu pour améliorer notre référencement et gagner du trafic en provenance des moteurs de recherche. Les mails marketing pour inciter nos utilisateurs gratuits à passer sur le formule payant. Et à moyen terme, on compte sur affiliation pour promouvoir nos services en échange d'une commission. Et développement commercial avec les entreprises, elle était présentée sur le slide précédent. Notre plan de développement. Aujourd'hui, on a commencé le projet avec 60 000 € pour sortir une version bêta au début de l'année prochaine. Ensuite, on va travailler sur une levée de fonds pour se développer et on espère d'être complètement rentable en 2024. Et d'ailleurs, si vous allez sur legapass.com, vous pouvez participer à une étude de marché et on vous invite de laisser votre adresse mail pour être prévenu du lancement du produit. Et pour l'équipe, nous sommes 3 cofondateurs. Moi, je suis à l'origine de l'idée et je fais toute la partie back. Jean-Charles, c'est notre investisseur et il s'en occupe d'administration ou de vision globale du projet. Et Eric, qui est notre expert en sécurité et DPO. Et merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir respecté le timing. Alors, est-ce qu'il y a des questions par les membres de notre jury? Bonjour, encore une fois, bravo pour ce beau projet. L'idée, elle paraît super, on se demande même comment personne ne l'a pas eu avant. Et c'est la première question que j'ai à vous poser. Est-ce qu'il y a de la concurrence identifiée? Première chose. Je vais vous poser les 2 questions, comme ça vous pourrez répondre aux 2. Et la deuxième question, c'est sur la mise à jour de ces informations. C'est-à-dire que si moi, demain, je vous donne un mot de passe, mais je vais le changer peut-être 5 fois dans l'année, comment est-ce que ça se passe, la mise à jour des informations que je vais vous transmettre? Ok, je commence par la première question. Oui, il y a des concurrents, mais il y en a très peu. Et il y a personne qui respecte la vie privée autant que nous. Aux États-Unis, on a trouvé 3 concurrents. Il y a certains qui ont levé jusqu'à 20 000 $ l'année dernière, je crois. En France, on a trouvé aussi un concurrent, mais nous, on a encore allé plus loin. Nous, on dépose les clés de décryptage chez un huissier. Et du coup, dans ce cas-là, même nous, notre entreprise, il pourra jamais décrypter ces informations. Tout sera vraiment chiffré, tout sera noté. Et pour la deuxième question, pour l'enregistrement des mots de passe, oui, effectivement, chaque fois que vous changez votre mot de passe, ça sera bien si vous allez sur notre site, vous renseignez vos mots de passe. En fait, vous pouvez savoir combien les mots de passe vous avez entrés, mais vous pouvez jamais les consulter. Parce que même pour nous, ils seront toujours chiffrés. C'est comme une boîte aux lettres. Chaque fois, on insère juste un enveloppe et on sait combien il y en a au total. Donc voilà, donc chaque fois, il faudra les mettre à jour. Il n'y a pas de limite au nombre de mots de passe? Ça dépend des formules. Aujourd'hui, pour le formule gratuit, on a mis en limite 1000 entrées, je crois. Et après, pour le formule payant, ce sera illimité. Ouais. Merci. Deux petites questions. Vous êtes domicilié où? Est-ce que vous avez créé l'entreprise? Oui, on a créé l'entreprise et elle est basée à Nice. D'accord. Et en termes de développement informatique, vous estimez à combien de temps réellement pour réussir à faire un POC déjà? Le POC, il existe déjà. Il existe déjà, d'accord. Ouais. Maintenant, on travaille sur la version bêta et on espère qu'il va sortir début de l'année prochaine. Là, on prépare le lancement en ce moment. Laurent Landex. Oui, on voit l'intérêt, je suis persuadé effectivement de l'intérêt de la démarche, mais si je meurs dans 30 ans, qu'est-ce qui m'assure que l'entreprise sera toujours existante? Enfin, dire c'est basé quand même sur la résilience, quoi.
Donc, on peut imaginer que des grands groupes sont peut-être plus résilients qu'une start-up qui se lance à Nice en 2021. Qu'est-ce qui fait, comment aujourd'hui vous assurez cette résilience dans le temps? Aujourd'hui, on commence, donc on n'a pas du tout le but de se fermer. Du coup, on va essayer de faire tout pour être là, toujours pour aider nos utilisateurs. Mais sinon, ça retombe un peu pareil comme tous les grandes entreprises. Si Google elle tombe, on a tout perdu, on n'a plus rien. Mais quand même, on va essayer de garder un peu l'argent à côté, pour même si l'entreprise, bon, je l'espère pas, j'espère que ça va bien aller, on va garder toujours l'argent à côté pour payer les serveurs, les services pour qu'ils pourra exister. On va pas les maintenir comme il faut, mais quand même, les huissiers, ils seront toujours là, ils auront les clés, les serveurs, ils seront toujours là. Donc, on va essayer de garder quand même une partie de notre argent, même si l'entreprise est fermée, pour juste faire la restitution. À moins qu'il y ait une autre entreprise qui veuille racheter, ou un grand groupe qui veuille racheter. Mais non, mais je vois effectivement le risque qui est plus un risque de pérennité effectivement de la structure et de pérennité même de la technologie, puisque c'est un peu l'enjeu aujourd'hui. Moi, j'ai des données sur des disquettes 5 pouces 1 quart aujourd'hui, je sais pas les lire, quoi. Donc il y a quand même un enjeu aussi de pérennité, d'accès à l'information. Je sais pas si vous y avez réfléchi, de comment où vous considérez que c'est le problème des héritiers et pas votre problème. Quand même, ça reste toujours notre problème de respecter nos utilisateurs qui nous ont fait confiance. Et du coup, quand même, ça sera toujours en place, on pourra toujours lire les données et les codes informatiques, ils vont pas changer. Les informations, ils seront toujours de la même façon. Même si on a de l'informatique quantique dans 15 ans, 20 ans. Nous, on va garder les anciennes machines, exactement pour ça, pour garder les mêmes fonctionnements. Ok, merci. Je vais compléter. Jean-Charles, vous pouvez prendre la parole. Allez, bonjour. Du coup, je suis cofondateur avec Adelina, elle m'a présenté. Pour ce qui est de la pérennité, alors effectivement, on peut pas garantir aujourd'hui par rapport à notre stade de développement que on sera là et en pleine forme dans 10 ans, mais on fait tout pour. Pour ce qui est par contre de la pérennité de la donnée et de la sécurisation en fait de ces données chiffrées, on a prévu en fait dans notre processus de chiffrement la possibilité de mettre à jour le chiffrement. C'est-à-dire qu'on peut réencapsuler avec des méthodes de chiffrement qui seront valables dans 5 ans, dans 10 ans. Et c'est aussi pour ça, on parlait des concurrents tout à l'heure. Il y a un concurrent, par exemple, qui essaye de faire à peu près la même chose sur de la blockchain. Et on veut pas rentrer là-dessus. Parce que la blockchain, les méthodes de chiffrement, dans 10 ans, elles seront peut-être plus bonnes, ce qu'on fait aujourd'hui. Et du coup, les packages seront obsolètes et pourront être craqués par tout le monde. Donc nous, déjà, on stocke hors ligne, mais en plus, on peut réencapsuler. Donc à ce niveau-là, et pour ce qui est du décryptage, en fait, on utilise un protocole de chiffrement qui est basé sur le PGP, c'est ce qui fait aujourd'hui le chiffrement des emails en asymétrique. Du coup, derrière, on restitue du document texte. Donc ça, je pense que même dans 10-15 ans, tout le monde sera capable de lire un document texte. Merci. D'autres questions? Jean-Bernard Titz. Merci. Merci. Je suis motivé parce que malheureusement, j'ai eu l'occasion de me poser la question sur mon père décédé, s'il avait laissé des informations et autres. Donc, je ne savais pas tout, donc je vois l'intérêt. Par contre, est-ce que vous avez parlé d'un POC, mais est-ce que vous avez commencé à tester le marché? Qu'en disent les notaires? Là, monsieur a expliqué toute la technologie. Un notaire il est perdu dans ce que vous dites. Donc, comment est-ce que vous allez faire en sorte que les gens croient à votre projet? Et vous voyez des réseaux sociaux. Je vois mal sur Twitter dire « Hey, quand vous serez mort, en fait ceci et cela ». C'est pas très parlant. Donc, comment allez-vous motiver le marché sur le sujet et en particulier vos concurrents que sont les notaires? On prévoit d'obtenir le visa d'ANSSI qui nous permettra de faire plus confiance, pour que les utilisateurs nous faudront plus confiance, parce que quand même c'est une valeur sûre. Et pour les notaires, il faut que notre projet il soit validé par le conseil supérieur des notariats. Et si le projet il est validé, du coup, comme c'est une valeur sûre, et les notaires, pour eux, ça va être assez simple d'utiliser notre produit. Et c'est juste qu'ils vont garder encore un clé de décryptage en plus. Oui. Et leur réponse, c'est quoi? Qu'ils sont très intéressés par ce produit, qu'aujourd'hui, ils n'ont pas des solutions. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? La salle peut aussi poser des questions. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut applaudir notre intervenante. Merci beaucoup. Et donc maintenant, je vais appeler la troisième entreprise. Donc pour le projet Shining Pets,
Et la parole va être prise par Pierre Agui et Georges Dimitri. Pas besoin. Parce qu'il parle fort, donc peut-être que. C'est mieux sans le micro. Prends-le avec ton collègue. Tu peux garder si tu veux. J'en ai un. Vous nous dites quand on peut. Okay. Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Pierre et aussi Georges, mon partenaire. Et on est là aujourd'hui pour vous présenter Shining Pet. Mais avant de commencer, je voudrais vous poser une petite question. Est-ce que vous ou l'un de vos proches possédez un animal de compagnie? Si vous pouvez lever la main. Voilà. Donc on peut voir que c'est la majorité. Et donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour vous présenter Shining Pet. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un service de luxe de toilettage, de luxe de toilettage qui se veut disponible partout en France. Mais je vais pas trop rentrer dans les détails et on va vous présenter ça. Alors pour vous présenter l'équipe rapidement, on a Sophie, c'est notre expert analytique. Moi, Alors, pour commencer, on a notre expert analytique Anne-Sophie. Moi, c'est Georges, je suis ingénieur civil à la base. Là, je fais des études d'entrepreneuriat. On a aussi Pierre, mon partenaire, qui a déjà lancé sa première start-up de vêtements. Et finalement, on a Stéphanie qui a plein d'expérience en pharmacie. Alors, pour vous expliquer un petit peu, on a décidé de vous faire un schéma de notre business model simplifié pour le début, comme ça on est sûr que vous comprenez. Donc, vous avez, si vous voulez, l'entreprise Shining Pet au milieu. On va avoir les clients qui vont avoir besoin de toilettage sur la droite et ils vont tout simplement commander le service. Et le but, c'est que on puisse leur donner le service donc dans des vannes à l'endroit et à l'heure qu'ils choisissent. En parallèle, on aura négocié des partenaires avec des marques comme Royal Canin, Petitwell qui nous paieront pour promouvoir leurs produits dans les vannes. Et aussi sur une vision un petit peu plus long terme, on voudrait franchiser le modèle pour que des toiletteurs qui veulent se lancer mais qui n'ont pas forcément les moyens de payer un local puissent utiliser nos vannes. Alors, sans perdre beaucoup de temps, on va un peu parler de la table des matières. Premièrement, on va commencer avec la segmentation de clientèle, puis on parle un peu de notre proposition de valeur, puis de nos canaux de distribution, de nos relations avec nos clients, de nos sources de revenus, des structures des coûts et des ressources clés. Alors, premièrement, pour la segmentation de clientèle, il faut déjà savoir que en France, presque 43% des gens ont au moins un chien ou bien un chat à la maison. En fait, notre cible, ce sont ces Français qui appartiennent aussi à l'autre classe ou bien à la classe moyenne haute. En fait, il faut savoir aussi que la France, c'est un des pays qui dépense les plus sur les animaux de compagnie. Notamment, annuellement, on a en moyenne 81% d'euros pour les chiens et 46% d'euros pour les chats. Alors, on voulait bien voir où on peut bien commencer notre business. Alors, on voit cette carte. Ce qu'on voit ici, c'est le prix moyen du mètre carré pour chaque région. Et on voit bien ces régions qui sont toutes rouges. Et on a eu ces top 3 régions. Et comme on habite déjà sur la région PACA, on a décidé de lancer notre business ici. Alors, un petit exemple d'un persona. Je vous présente Maya. Maya, elle a 32 ans. Elle est designer graphique. En moyenne, elle fait annuellement de 35 000 à 40 000 euros. Et en fait, il faut savoir que Maya, c'est une personne qui est assez stressée à cause de son job, qui n'a pas assez de temps pour s'occuper d'elle-même ou même de son chat. Alors, il faut aussi savoir que Maya dépense son argent d'une façon un peu plus intelligente et elle ne dépense que l'argent sur quelque chose qui lui amène vraiment une valeur. On pense vraiment que Maya, elle va dépenser de l'argent sur Shining Pet. Alors maintenant, pour parler de la proposition de valeur, en fait, on a fait une étude de marché et on a pu ressortir 3 principaux problèmes. Le premier, c'est que les personnes n'ont pas le temps d'amener leurs animaux chez le toiletteur. Le deuxième qui est ressorti, c'est que les gens qui ont le temps d'amener leur chien chez le toiletteur, les rendez-vous qu'ils peuvent avoir chez le toiletteur, ça correspond pas à leurs horaires. Enfin, le troisième problème qu'on a pu trouver, c'est que certaines personnes n'ont pas de toiletteur dans leur région, tout simplement. Puis on va avoir aussi les personnes âgées ou handicapées qui ne peuvent pas se déplacer, et on va avoir aussi le fait que la majorité des toiletteurs n'ont pas une solution éco-responsable. Alors, à partir de ça, on a pu trouver 3 solutions dans notre proposition de valeur. Ça va être gagner du temps, donc sans aller chez le toiletteur, faciliter la prise de rendez-vous, donc avoir de la flexibilité et de la disponibilité, et choisir l'emplacement et l'heure, c'est-à-dire prendre le service où vous souhaitez, quand vous le souhaitez. Ce qui nous donne Shining Pet, c'est un service de toilettage de luxe disponible en un clic où et quand vous le souhaitez. Pour vous montrer un petit peu plus dans le détail,
On aura des vannes donc, qui seront tout équipées, on en a trouvé un sur le marché. Là, vous avez un exemple de notre application. Donc, vous aurez les toiletteurs luminautés. Si vous voulez toiletter votre chat ou votre chien, donc vous allez choisir. Là, on a pris l'exemple du chien. Ensuite, vous devez rentrer votre adresse. Aussi simplement, c'est aussi simple que de commander un Uber. Ensuite, vous rentrez les informations de votre chien. Là, ce qui est important de savoir, c'est que vous allez pouvoir enregistrer ces informations-là. Et ce qui fait que si vous avez plusieurs animaux et que vous devez réutiliser notre service, vous aurez juste à choisir votre chien. Donc, dans le cas Lafayette. Après aussi, vous allez choisir les soins que vous allez appliquer à votre chien. Et puis, les informations de carte bancaire, pardon, l'heure à laquelle vous avez besoin du service et en fonction des disponibilités. Bon, parlons un peu de nos canaux de distribution. Alors, on va déjà essayer de développer la notoriété de Shining Pet. On va faire ça d'une première façon physique. On va mettre des stickers qui vont servir un peu en tant que pub sur nos vannes. Et une fois que le van circule en ville, tout le monde va voir ces stickers. D'un autre point de vue, sur Internet, on va se lancer dans du SEO. On va aussi faire du marketing d'email automatique. On va aussi faire des pubs sur Google Ads ou bien sur les réseaux sociaux comme Facebook ou bien Insta. Et finalement, on va faire du retargeting. Alors, zoomons un peu plus sur les réseaux sociaux. Alors, on va essayer de faire des campagnes d'influenceurs. Il faut noter qu'il y a des influenceurs d'animaux de compagnie. Comme vous voyez ici, ils ont plein d'abonnés. Et en fait, c'est avec ces campagnes d'influenceurs qu'on va viser une certaine cible de gens. On va aussi faire avec ces influenceurs du growth hacking. Finalement, on va faire des photos d'appartenance. Alors, imaginez que votre animal de compagnie vient de se faire toiletter par Shining Pet. Vous allez poster une photo de votre animal de compagnie avec le fond de Shining Pet sur les réseaux sociaux. Et finalement, c'est très important aussi de noter que le paiement sécurisé est très important pour que notre clientèle puisse payer d'une façon rapide et fiable. Et enfin, on parle aussi d'un système de notation où les toiletteurs vont pouvoir noter notre clientèle et la clientèle va aussi pouvoir noter nos toiletteurs. Alors, pour les relations avec les clients, on parle aussi d'augmenter le taux de fidélisation. En fait, on va faire des remises et des réductions. On parle de programmes de récompense par parrainage. On va aussi faire du upselling. Alors, imaginez que vous venez d'acheter un de nos services sur Shining Pet. Notre algorithme va vous recommander d'autres services ou d'autres produits que vous allez peut-être vouloir aussi acheter. Voilà, c'est un petit peu ce que fait Amazon sur son site. Pour les sources des revenus, on a deux business models. Donc, le premier avec les clients, ça va être bien sûr les frais de service lors du toilettage. Ce qui est important de noter ici, c'est qu'on va faire un service prépayé le plus possible pour payer en fait les frais de transport en cas d'annulation. Il y aura aussi des prix réduits s'ils choisissent un moment respectueux de l'environnement. Je m'explique, en dehors des heures de trafic à la sortie des bureaux par exemple. On va avoir un B2B modèle aussi sur donc les franchisés, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, à plus long terme, donc qui nous devront des redevances, et aussi avec des partenariats dans les entreprises du secteur en vendant des produits dans nos vannes. Alors, pour ce qui est de la structure des coûts, on a listé tous nos coûts fixes. Bon, ils sont pas tous là, on vous a pris les principaux. Donc, les physiques, financiers, intellectuels, technologiques. Les coûts variables, donc les matériaux, les salaires, les services publics et les frais de déplacement, surtout, c'est très important. Et on a pu établir un prévisionnel financier. Donc, on vous l'a résumé. Pour nos cash flows, on a pris le prix moyen du toilettage en France, qui est de 60 €, fois le nombre de clients qu'on aurait par mois. On s'est basé sur 5 chiens par jour. C'est la moyenne en France. Ensuite, pour le relevé de revenus, on vous a fait un résumé ici aussi. On aurait un bénéfice net en première année de 5 000 € avec un seul van. En deuxième année, avec 3 vannes, on serait environ à 50 000 €. Et en troisième année, avec 8 vannes, on serait à 180 000 €. On a voulu calculer quelques ratios. En année 1, on est à 14% de marge de profit. On passe à 34% en année 2, donc ce qui signifie qu'on génère 34 centimes sur chaque euro de vente. Pour ce qui est du retour sur les actifs, on passe de 3,3% à 25%, ce qui signifie que pour chaque 1 000 € investis dans nos actifs, on générerait 250 €. Et enfin, pour ce qui est du retour sur les investissements, on passe de 6% à 36%. C'est à prendre à la légère. On a eu des hypothèses un petit peu optimistes, donc ça nous permet d'avoir une base. Mais voilà, on n'est pas à 100% sur ces chiffres-là non plus. Alors, finalement, on va aussi parler de nos ressources clés. Il faut savoir qu'on a des ressources physiques, que ce soit notre siège social ou bien nos vannes. On a aussi des ressources intellectuelles, que ce soit nos franchissages. On a aussi des ressources humaines, que ce soit nos toiletteurs ou bien l'équipe administrative derrière nos toiletteurs. Finalement, on a des ressources financières qui sont par exemple les fonds investis.
Alors maintenant, les prochaines étapes. Là, actuellement, Georges et moi, on est dans un master donc d'entrepreneuriat. À la sortie de ce master-là, notre but, et si on gagne le concours surtout, ça va être de trouver un toiletteur, trouver un van. On a déjà trouvé un van à louer pour faire notre MVP, c'est-à-dire tester notre produit vraiment sur le terrain. Ensuite, on voudrait mettre en place notre application et notre site internet et nos réseaux sociaux. Au début, on va pas créer de site web ou d'application. On a trouvé des fournisseurs où on va pouvoir faire, on va pouvoir juste les moduler pendant les premières années et plus tard on en créera. Ensuite, il faut qu'on affine notre marché cible, savoir si on veut réellement s'implanter en France ou si ça peut être bien aussi en Europe. Sur les 6 mois, on veut se créer un réseau, donc postuler à des incubateurs qui correspondent vraiment à notre business, faire du réseautage et trouver plus de partenaires, même si on est déjà 4. Ensuite, sur les 18 mois, on espère pouvoir commencer l'activité. Voilà. Après, ça dépendra bien sûr de comment on se développe. Alors, finalement, with Shining Pet, your pet will always shine. Alors, quand vous demandez un service Shining Pet, vous vous assurez que votre animal de compagnie est en train de recevoir la meilleure qualité et même un toilettage de luxe, que vous êtes en train de gagner du temps et finalement que ce service est éco-responsable. Voilà, merci. Si vous avez Merci, des questions, oui, il va y avoir Vous avez des des questions. Donc, qui commence, Monsieur Baldé? Ah, on est obligé d'arrêter? Alors, allez-y, Monsieur Baldé. Moi, je voudrais poser une question. Alors, j'ai pas d'animal de compagnie, mais de par mon métier, j'ai eu à m'intéresser à de nombreux dossiers liés aux animaux de compagnie. Le suivi de la qualité du toilettage, parce que je pense que c'est un argument très fort chez un propriétaire de chien, notamment, qui va vouloir que, un peu comme son coiffeur ou sa coiffeuse, avoir le suivi. Je l'emmène chez Gérard ou chez Pauline. Comment vous gérez ça? Parce que j'imagine là, vous allez avoir un toiletteur. Demain, c'est peut-être pas le même qui vient. Comment ça se passe? Ça, c'est une première question. J'en ai une deuxième. Après, je m'arrête. Vous avez estimé, parce que je vous ai vu beaucoup parler de SEO, d'AdWords, de ci, de ça. Vous avez une idée du budget qu'il faut investir pour percer là-dessus? Voilà, deux questions. Un, l'humain, deux, le budget. Pour répondre à votre première question, on en a parlé, c'était grâce au système de notation qu'on va mettre en place, en fait. C'est-à-dire que chaque client va pouvoir noter les toiletteurs, mais les toiletteurs vont aussi pouvoir noter les clients. Et donc, si on a des mauvais retours sur un toiletteur, on saura qu'il y a un problème. C'était ça votre question, exactement? Non, c'est plus dans la pérennité du suivi. Je reprends cet exemple. Moi, je sais que j'aime bien aller chez mon coiffeur qui me coiffe depuis, je ne peux même pas dire combien de temps. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, ou alors je ne suis pas du tout dans les cibles, qui pour leur animal de compagnie, notamment le chien, va dire je vais chez vos 3 camions parce que je sais, mais maintenant en plus je discute, j'ai la tchatch et tout. Demain c'est François qui est dans le camion, après-demain c'est Géraldine. J'ai pas le même interlocuteur. Comment vous allez pouvoir assurer le suivi du client, on va dire? C'est une bonne question. Bon, déjà, grâce, comme mon associé Pierre vous a dit, grâce au système de notation, on va avoir la clientèle qui est en train de noter nos toiletteurs. En fait, à long terme, on va avoir plusieurs notes sur ces toiletteurs et même, peut-être on peut avoir même des recommandations, genre on est très flexible, on peut changer notre business. On a même fait une petite étude de marché où on a eu beaucoup de gens qui nous disaient genre ce toiletteur je l'aime pas parce qu'une fois j'ai pris mon chien, il a coupé tous ses cheveux, il a fait quelque chose que j'aime pas. Alors je suis d'accord avec vous, c'est très important. Et je vois ce que vous voulez dire sur essayer de garder en fait le même toiletteur. S'il n'est pas disponible par exemple et qu'on est habitué à lui, on est fidèle à lui. Ouais. Bah, pour être tout à fait honnête, quand on a fait notre étude de marché, c'est vrai que la fidélité c'est revenu très souvent. C'était important pour nous, mais c'est vrai qu'on n'a pas pris en compte ce point-là. Mais merci de l'avoir ramené du coup. Et Budget, pardon. On vous a pas mis tout le financial statement qu'on a fait, mais comme l'a dit Georges, j'ai déjà lancé une entreprise du coup pour tout ce qui était SEO et Google Ads et Facebook Ads. J'avais un petit peu d'expérience là-dessus. Et du coup, on a pu le chiffrer. Sur la première année, on voulait être à 4 000 € de budget sur tout ça. Ce qui est peu, je sais, ça peut paraître peu. Ouais, je sais. Mais après, en fait, c'est comme on a déjà beaucoup de frais sur le premier van. On préfère réellement faire énormément de pubs sur le street marketing dans la rue avec le camion et éventuellement aussi des flyers. Et en deuxième année, par contre, après, on a mis un budget qui était un petit peu plus élevé. Je crois qu'on passait à 10 000 €, voire 12 000.
Donc voilà, on l'a en tête, on sait que c'est super important. Même moi, je l'ai vécu, c'est super important. Voilà, mais c'est vrai que voilà, on a mis que, il me semble, 4 000 € sur. Voilà. Jean-Bernard Titz. Ok, merci. Donc j'ai eu un chien aussi, donc je sais ce que c'est que de faire cela. J'ai une double question. Un van au départ. Il faut qu'il y ait combien de toilettages pour rentabiliser le premier van, parce que il faut aussi que la personne au toiletteur puisse avoir le temps de le faire. Donc combien de temps? Et qu'est-ce que vous appelez un toilettage de luxe? Alors quand on dit un toilettage de luxe, c'est parce que au tout départ on voulait, parce que c'est un service. Si vous voulez, ce qu'on propose, ça existe, parce qu'on n'a pas parlé des concurrents, hein, bien sûr, mais ça existe, pas en France, ça existe aux États-Unis, ça existe à Dubaï. En France, si vous voulez, ça existe, mais c'est plus des indépendants qui vont proposer dans leur van qu'ils auront aménagé autour d'une ville dans laquelle ils sont, et ça va pas plus loin. Il n'y a pas une entreprise qui gère plusieurs vannes et qui va couvrir toute la France ou toute une région. Là où, pour revenir à votre question, c'était la deuxième. Un seul van. Oui, un seul van. On a prévu d'avoir. Voilà, c'est ça. On a prévu d'avoir 2 toiletteurs sur le van. Alors 2 toiletteurs sur le van pour pouvoir vraiment étendre les heures de toilettage. Et aussi, on a calculé un nombre de chiens. Comme je vous l'ai dit, et de par l'étude qu'on a fait avec des toiletteurs, au début, quand vous lancez l'entreprise, bon après c'est pas de source sûre, mais en moyenne, ça commence à 5 chiens par jour, et ça dépend encore de la taille du chien. Si vous toilettez des Yorkshire, vous pouvez en faire 15 dans la journée. Si vous avez des Golden Retriever, vous en ferez 2 dans la journée. Donc ça va dépendre de la taille du chien, mais voilà, on pense mettre vraiment 2 personnes sur le van sur une journée pour optimiser le van au maximum. Merci, je vais obligé de clore la session pour laisser la salle par la suite. Merci infiniment. On se retrouve à 16h sur le stand de l'UPE 06 pour la remise des prix, dont je donnerai les détails tout à l'heure. Et puis nous, membres du jury, on remonte aussi vers le stand de l'UPE 06 où il y a une salle qui nous attend. Merci à tous, à tout à l'heure. Merci.